You know nothing, Jon Snow. Got a theory, could be funny. You never say thank C'est pas faux. That's what the money is for! C'est bon, Loulou? The danger. I am the one who knocks. I think that I may be the voice of my generation. Bonjour tout le monde et bienvenue dans PIC TV, le podcast qui décortique les tendances et l'actualité des séries. Je m'appelle Anaïs Bordage et je suis en studio avec la reine du lycée, Marie Telling. Ah, wow. Je l'étais pas à l'époque, donc c'est très gentil. Salut Marie. Salut Anaïs. Souvenez-vous, en 1998, la guerre froide était finie, Internet n'avait pas encore ruiné nos vies et le coronavirus n'existait pas. Le pied, quoi. Good times. Et puis tous les jours sur TF1, il y avait Dawson. La série de Kevin Williamson sur un groupe d'adolescents d'une petite ville américaine nous a entre autres offert un triangle amoureux mémorable et comme elle est dispo depuis peu sur Netflix, on a eu envie de se rafraîchir la mémoire. On a donc décidé de revoir le pilote et le final de la série et de débriefer tout ça avec vous. On s'est demandé si la série avait bien vieilli et si ça valait vraiment le coup de remater les aventures de Dawson, Jen, Joey et Pacey. Mais avant ça, le pic de la semaine. Marie, c'est quoi ton pic ? Mon pic cette semaine, c'est une série documentaire qui s'appelle Pretend It's a City, qui est diffusée sur Netflix et réalisée et produite par Martin Scorsese. Et le sujet en fait de la série, c'est Fran Lebowitz, qui est une essayiste américaine qui en fait n'a pas écrit depuis les années 80 parce qu'elle a un énorme writer's block, enfin elle n'arrive plus à écrire, mais depuis elle fait beaucoup de talks et elle est très connue juste pour un peu ses commentaires sur la société en règle générale. Elle est très très marrante. Moi qui étais une grande fan de Woody Allen à l'adolescence et qui a du mal à supporter ses films aujourd'hui, j'ai retrouvé un peu de cet humour que j'adorais chez elle, sans le côté problématique. Et le truc cool avec la série en fait, c'est que chaque épisode a un thème différent. C'est 7 épisodes de 30 minutes, donc c'est très rapide. Et il faut pas s'attendre à un documentaire sur New York, c'est vraiment juste Fran Lebowitz qui commente des trucs, qui se plaint des gens en règle générale parce qu'elle est assez misanthrope. Donc c'est très marrant à regarder et en même temps ça donne, sans montrer la ville en elle-même, c'est vraiment New York par intraveineuse quoi. Et c'est très plaisant. C'est vraiment délicieux. Exactement. Anaïs, c'est quoi ton pic ? Bah moi, mon pic, c'est que j'ai appris que Jon Hamm, que vous connaissez surtout parce qu'il a joué Don Draper dans Mad Men, j'ai appris qu'il avait auditionné à l'époque pour le rôle de Sandy Cohen, le père de Seth Cohen dans Newport Beach, voilà, qu'on adore. On en avait un petit peu parlé d'ailleurs dans un épisode spécial l'été dernier. Et alors, tout le monde le sait, le rôle est finalement allé au légendaire Peter Gallagher. Et d'ailleurs, Jon Hamm raconte qu'il a auditionné pour le rôle et quand il a appris que Peter Gallagher était là, il a dit « Mais qu'est-ce que je fous là en fait ?» Enfin, c'est sûr que c'est lui qui va l'avoir, donc il y a même pas moyen. Et comment je sais tout ça, c'est grâce à un nouveau podcast américain qui s'appelle Too Long Didn't Watch, où des stars regardent le premier et le dernier épisode d'une série qu'elles avaient jamais vu. Donc c'est un peu comme ce qu'on fait dans Ami, sauf que c'est des stars, c'est pas moi. Donc c'est peut-être un peu plus stylé. Et c'est aussi ce qu'on a essayé de faire avec Dawson aujourd'hui, même si on avait déjà vu la série à l'époque. On a revu le pilote et le final pour voir ce que ça nous fait toutes ces années après de revoir cette série qui est quand même restée un peu dans les mémoires. Avant de commencer, Marie, je voulais te demander un peu quel était ton rapport à la série. Est-ce que tu l'as regardée quand elle était diffusée à l'époque ? Je l'ai regardée de façon très sporadique. J'étais pas du tout addict à Dawson. Ça a vraiment pas été une série de mon adolescence. Je me souviens. Tu avais déjà du goût à l'époque. Exactement. Je me souviens d'avoir regardé le début un peu et je pense que ça m'avait vite lassée. Et ensuite, je me souviens que je m'étais remise un peu dedans quand il y a eu le triangle amoureux et surtout, j'aimais bien Pacey. Donc, quand il y a eu toute la tension entre Pacey et Joey, ça, j'avais bien aimé. Et je crois que j'ai regardé quelques épisodes à la fin, donc je savais comment ça se finissait, mais vraiment j'ai aucun attachement à cette série et maintenant je comprends mieux pourquoi parce qu'après l'avoir revue. Ouais. Et toi, c'était quoi ta relation ? Ouais, moi c'est marrant en fait, j'ai plus regardé la fin de la série parce que j'étais au collège entre genre 2001 et 2004 je crois, et donc c'était plus vers les dernières saisons, mais je regardais religieusement tous les jours Dawson et je me souviens que dans la cour de récré au collège, on débriefait Dawson tous les matins quand on arrivait et on disait bon, on s'appelle ce soir après l'épisode. Enfin, c'était vraiment un truc hyper important en fait, beaucoup plus que Friends notamment ou d'autres séries comme Buffy qui étaient diffusées à l'époque où ça c'était un petit plaisir personnel, mais la série dont tout le monde parlait dans la cour de récré, c'était Dawson. Je sais pas trop pourquoi, honnêtement, mais ça a vraiment marqué mes années collège. Et d'ailleurs, on peut écouter le générique culte de la série derrière nous. Alors, c'est marrant parce qu'il y a eu un autre générique pendant un certain temps, mais c'est vraiment celui-là qui est resté dans la mémoire collective parce que c'était justement les saisons de la fin. Et donc, c'est la série I Don't Wanna Wait de Paula Cole qui est vraiment... Attends, du coup, parce que j'ai revu le pilote, là, j'ai revu quelques épisodes du début, mais c'est pas le même générique, j'ai même pas remarqué. Non, parce que t'as dû
cliqué sur skip. Non, parce sur que Netflix. justement, j'avais cliqué skip et après j'ai remis parce que je me suis dit, il faut quand même que je le regarde parce que c'est pour le travail. Ouais. Oui, non, il y a un autre générique en fait, mais c'est vrai que quand on dit Dawson, on dit tout de suite I don't wanna wait. C'est un peu le truc qui est resté, quoi. Peut-être même plus que le reste de l'intrigue. I don't wanna wait. Bon, du coup, on a revu le pilote et le final, plus je pense que chacune, on a revu quelques épisodes entre les deux aussi. Parce que ça faisait quand même un bon bout de temps qu'on n'avait pas vu la série et qu'elle vient juste de réapparaître sur Netflix. Bon, d'abord, quand on commence le pilote, le mot d'ordre, faut dire, c'est le suivant, sexe, sexe, sexe. Ouais, d'ailleurs, il y a même un personnage qui dit ça à un moment, sexe, sexe, sexe. Et en gros, on se rend compte, c'est vrai que j'avais un peu oublié moi ça, mais le pilote parle vraiment de l'irruption de la sexualité dans la vie des personnages, donc Dawson, Joey et Pacey notamment, puisqu'ils ont 15 ans au moment où la série commence. Et l'ouverture, c'est Joey qui va quasiment tous les soirs dans la chambre de Dawson, passer un peu de temps et discuter avec lui, et elle dort avec lui. Et là, elle lui dit, on va plus pouvoir faire ça, parce que maintenant, on est en train de devenir des ados, et il y a des sentiments qui vont apparaître. Et aussi, bah, tu vas avoir la trique, quoi. Donc, en gros, ça va devenir de plus en plus gênant d'être amis comme on l'était quand on était gamin. Et c'est vraiment un peu le fil conducteur du pilote. Et d'ailleurs, ça se termine à la fin où il y a une petite référence justement aux organes de Dawson, parce que voilà, il découvre un peu la vie sexuelle des adolescents de l'époque, quoi. Et d'ailleurs, dans le pilote, on le voit dans les dialogues, il y a beaucoup de double entendre, comme on dit aux États-Unis. Voilà, il y a beaucoup de répliques qui ont un peu un double sens. Où par exemple, à un moment, il y a un personnage qui dit I'm having a climax issue. Et climax, c'est à la fois l'outil scénaristique, comme on le sait, ou enfin c'est le moment où l'intrigue atteint son pic, mais ça c'est aussi le mot qui est employé pour parler d'orgasme en fait. Et donc il y a beaucoup de répliques comme ça dans le pilote qui font référence à la fois à quelque chose de sexuel et à quelque chose de beaucoup plus innocent qu'on n'avait sans doute pas capté nous à l'époque où on le regardait, quoi. Oui, après le truc qui est quand même assez évident, c'est que leurs hormones sont complètement en folie, et on a une espèce d'entrée en matière, l'arrivée de Jen, qui est le nouveau personnage en fait qui vient un peu perturber la dynamique entre les amis. C'est une blonde qui est jouée par Michelle Williams. Elle est en mini-robe, c'est une robe horrible, mais c'est pas grave, on est censé penser qu'elle est magnifique quand elle arrive, et elle arrive au ralenti et avec une chanson qui dit Pretty Girl ou un truc comme ça derrière, donc elle est objectifiée au maximum, quoi. Well, my mouth drops. Et du coup, il y a Dawson et Pacey qui la regardent, on dirait, tu sais, un peu dans les cartoons quand ils ont la langue qui pend, quoi. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, tu sens tout de suite l'ambiance qui est posée, où toutes les dynamiques de groupe tournent autour du sexe. Donc, c'est vraiment que ça qui guide l'intrigue. Il y a pas trop d'autres intrigues que ça, quoi. Ouais, et d'ailleurs, Pacey est vraiment un peu un gros lourdingue. Enfin, il est présenté comme le rigolo de la bande dans le pilote, et on sait qu'après, il va devenir quand même beaucoup plus subtil et mature. Mais là, dans le pilote, il pense cocu. Et notamment, il travaille dans un vidéoclub et il a une cliente qui arrive et il a tout de suite envie de... Enfin, en gros, il la chauffe. Ouais, voilà, il la chauffe. Il fait savoir de manière assez lourdingue qu'il veut la choper, quoi. Et après, on se rend compte que c'est sa prof. Et donc, ça donne lieu à une intrigue hyper malaisante qui va durer pendant toute la saison 1, d'ailleurs. Mais elle le chauffe aussi, faut dire. Hein. Oui. Elle le chauffe, mais vraiment de façon assez évidente. Ouais, complètement. Sauf qu'après, en gros, quand il se rend compte que c'est sa prof en classe, elle lui dit, écoute, juste c'était marrant, mais tu t'as mal interprété mes intentions, on va s'en tenir à ça, quoi. Et après, en fait, il y a une relation vraiment qui se développe entre Pacey et sa prof. Donc c'est pas la première fois qu'on parle de relations gênantes entre une prof et son élève dans nos podcasts, mais vraiment, je sais pas pourquoi c'était un cliché aussi récurrent dans les séries des années 90, mais il faut arrêter, en fait. Mais c'est même hyper gênant. Il y a vraiment un trope en règle générale dans les séries adolescentes sur les relations élèves-prof et sur le fait que ça peut être sexy, alors qu'en vrai c'est souvent abusif. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est présenté comme un fantasme pour les élèves, et c'est vrai que qui n'a pas fantasmé sur un prof, mais sauf que là t'as jamais fantasmé sur bon, on s'en fout. C'est quand même un truc assez courant de fantasmer sur ses profs quand on est au collège ou au lycée, sauf que là quand on le concrétise, non. S'il vous plaît, arrêtez en fait les séries de faire ça. Donc c'est un des trucs les plus malaisants de ce pilote, et on sait que ça va continuer pendant toute la saison 1.
donc. Oui, puis c'est présenté vraiment comme un truc sexy, alors que ça l'est pas du tout, parce que, enfin, moi, ce que je vois quand je le vois, c'est une femme qui en plus est mariée, non? Enfin, ou non, elle est en couple. Ouais. Enfin, ce que je vois, c'est une femme qui a bien la trentaine, voire la quarantaine, et qui est en train de séduire, parce que même si lui aussi, dans la séduction, il y a quand même un rapport de pouvoir, elle séduit un adolescent qui a 15 ans, quoi. Enfin, mais vraiment, il a 15 ans. Et il y a un abus de pouvoir, et en fait, son rôle, ce serait de le stopper, justement, comme elle essaye de le faire un peu au début, et de dire non, enfin, ok, tu peux fantasmer sur moi si tu veux, mais enfin, c'est ma responsabilité en tant qu'adulte et en tant qu'enseignante de stopper net ce fantasme-là, et elle le fait pas, quoi. Et c'est hyper perturbant. Ouais, et puis même quand elle essaie de le faire au début, elle le fait pas vraiment, quoi. Ouais, enfin, voilà. Tu sens qu'elle est tout le temps dans une relation quand même de séduction. Mais moi, ce qui m'a le plus dérangé, en fait, avec Dawson, enfin bon, ça, c'était malaisant, mais le truc qui m'a fait lever les yeux au ciel, mais vraiment, c'était constant, c'est le côté hyper émo, en fait, de la série. Ouais. Où enfin tout le monde est en train de parler de ses émotions tout le temps, et ils font tout le temps des grands discours ultra grandiloquents sur ce qu'ils ressentent, et enfin c'est hyper niais, quoi. Enfin c'était d'une niaiserie mais vraiment confondante. Ouais, moi c'est marrant, j'ai pas forcément trouvé ça niais, mais je vois ce que tu veux dire. Après, je pense que c'est aussi ça ce qui était novateur quand même avec le ton de la série, c'est que on avait plus l'habitude quand on regarde Beverly Hills qui avait démarré quelques années plus tôt, enfin dans les années 90, les conversations c'était salut Brandon, tu vas en cours de maths et t'as vu Kelly, elle est pas sympa avec moi. Enfin c'est des conversations très ados pures, quoi. Et dans Dawson, il y avait vraiment le parti pris de faire parler des ados comme des adultes, et effectivement de leur faire partager un peu leurs états d'âme avec peut-être un peu plus de double sens, comme on l'a dit, avec des répliques peut-être un peu plus sarcastiques, et avec des ados qui ont des préoccupations. Par exemple, Dawson, il est fasciné par Steven Spielberg, et il y a quand même une volonté de les rendre un peu plus matures et différents des ados un peu niais qu'on voyait à l'époque, quoi. Oui, ils ont plus de profondeur. Ouais, voilà. Même si bon, ça fonctionne pas à tous les coups, mais je pense que la série s'est quand même un peu démarquée par rapport à ça. Et d'ailleurs, c'était un succès critique quand la série a démarré, justement parce que ça plaisait aux critiques un peu plus âgés qui disaient « Ah, enfin des ados ». Enfin, en gros, enfin une série d'ados qui peut aussi plaire à des adultes. Après, le gros problème, justement, avec Dawson, c'est qu'il est même un peu trop adulte, et que quand on le voit aujourd'hui, on se dit « Mais enfin, il est pas du tout intéressant. C'est pas un personnage d'ado dans lequel on a envie de se plonger, quoi. » Oui, le problème de la série Dawson, c'est Dawson, en fait. C'est-à-dire que c'est le pire héros, mais on sent vraiment, pour moi, quand je l'ai revu, là, j'ai vraiment senti, en fait, le scénariste qui a voulu écrire sur sa propre vie, parce que c'est ça qui s'est passé aussi. Oui, le showrunner Kevin Williamson. Voilà, et qui, en fait, pense que sa personnalité d'adolescent était intéressante, alors qu'elle n'était pas. Enfin, quand on voit Dawson, il y a rien d'intéressant avec ce personnage. C'est le personnage le moins intéressant du groupe, et c'est censé être le lead romantique, alors que tu vois sa tête, t'as envie de lui coller des baffes, et qu'il a une attitude limite de psychopathe. Enfin, il est un peu creepy, quoi, avec les meufs autour de lui. Et il est hyper condescendant. Enfin, il a c'est un mansplainer, mais de première, sur tout ce qui est ciné et tout ça. J'ai trouvé insupportable. T'as pas du tout envie de suivre ses aventures. T'as pas du tout envie d'être de son côté. T'as pas envie qu'il ait une histoire d'amour. Moi, pour moi, c'est le gros problème de la série, c'est que t'as envie qu'il dégage, quoi. Ouais, le problème, c'est que le catalyseur de la série, c'est qu'en gros, Dawson a un peu une vie parfaite. Ses parents sont hyper amoureux, on les voit, ils s'embrassent tout le temps. Il a son amitié avec Joey, qu'il connaît depuis qu'ils sont gamins. Et en fait, sa vie va un peu s'effondrer, entre guillemets, puisque ses parents vont se séparer. Sa mère a une liaison avec un présentateur télé avec qui elle travaille. Et en plus, sa relation avec Joey va être de plus en plus compliquée à cause de leurs sentiments naissants et de leur sexualité naissante. Donc c'est censé être un peu ça le conflit principal de Dawson quand on commence, de Dawson la série, c'est que oh là là, l'adolescence c'est vraiment compliqué. Mais je pense que maintenant, quand on a vu d'autres séries adolescentes qui vont aller beaucoup plus loin et parfois trop dans le trash et dans quelque chose de totalement, il y a des meurtres et des trucs comme ça, quand on voit là vraiment le conflit principal de la saison 1, on se dit bon, il se passe rien, en fait. C'est pas hyper accrocheur. On n'a pas forcément envie de voir où ça va aller parce que les enjeux sont très, très faibles. Ouais, mais surtout, en plus, ce qui est un peu choquant quand même, c'est que tu te dis, c'est lui le héros. Alors qu'à côté, t'as Joey, qui a quand même une situation familiale hyper complexe et difficile. Je me souviens plus des détails, mais elle vit avec sa sœur parce que ses parents... Sa mère est morte et son père est genre dealer de drogue, et d'ailleurs il va aller en prison. Voilà, et ensuite on a on a Jen, Michelle Williams, on a Jen qui arrive de New York et qui vient vivre avec ses grands-parents parce que son grand-père est mourant. Ouais.
t'as ces deux héroïnes et tu vas voir Dawson dont la vie c'est juste de faire des films et d'être fan de Steven Spielberg. En plus, je suis désolée, mais c'est le fandom le plus chiant de l'histoire. J'aime beaucoup Steven Spielberg et ses films, mais enfin, c'est pas hyper niche d'être fan des Dents de la Mer, quoi. Non, mais c'est ça. Il a des posters des Dents de la Mer et de Indiana Jones dans sa chambre. Et t'es là, ok, cool, mec. Enfin, c'est les plus gros films de l'histoire. C'est clair. Surtout dans les années 90 où ils ont fait la série. Enfin, je veux dire, c'était pas hyper iconoclaste d'être fan de Steven Spielberg en 98, en fait, quoi. C'est vraiment. Peut-être qu'aujourd'hui, ça pourrait être genre, comme c'est quand même un cinéaste hyper mainstream, ça pourrait être plus intéressant, mais à l'époque, je sais pas quoi. Et le seul truc qui est très nerdy avec lui, c'est qu'il a classé les posters dans sa chambre par ordre genre chronologique et thématique. Genre il y a tout un mur qui est sur les films oscarisés de Steven Spielberg. Enfin juste c'est nul, quoi. C'est vraiment. Après, il y a quelque chose d'assez intéressant, et je pense que c'est aussi ça qui a plu aux critiques peut-être trentenaires à l'époque, c'est que du coup, il y a pas mal de références cinématographiques parce qu'on sent clairement la patte du scénariste qui a écrit ça, et que en fait, comme Dawson est un réalisateur en herbe, il fait vachement il veut participer à des concours, à des festivals, et donc il va tourner des parodies, par exemple des Dents de la Mer. Donc il y a un petit clin d'œil au public cinéphile. Voilà, bon, c'est très light, mais moi c'est les parties qui m'ont le plus fait marrer en fait dans le pilote, parce que c'est vrai que c'est marrant de voir une parodie des Dents de la Mer refaite par des ados. Voilà. Moi, ma théorie sur pourquoi les critiques de l'époque aimaient, c'est qu'en règle générale, c'était des mecs et qui se reconnaissaient dans le personnage de Dawson parce que c'était tous des cinéphiles un peu nazes aussi à l'adolescence. Complètement. Et que du coup, ils sont reconnus dans ce personnage qui n'a aucun intérêt, quoi. Ouais. Mais ils se sont dit, génial, enfin un truc sur moi. Mais ce qui est marrant, c'est que ce que tu dis, ça me fait penser aux héroïnes de Young Adult, où, enfin, souvent on dit que c'est un peu des pages blanches, tu vois, sur lesquelles on peut projeter tout ce qu'on veut. Voilà. Et Dawson, c'est un peu ça, en fait. C'est-à-dire que en tant que mec des années 90, tu pouvais projeter un peu toute ta personnalité sur lui et dire, waouh, je me sens représenté par ce mec hyper fadass, qui n'a aucun intérêt à part Steven Spielberg et les jolies filles, quoi. Non, mais c'est ça. Bella dans Twilight, c'est la meuf la plus générique que tu puisses avoir. C'est juste pour que les lectrices puissent se projeter toute leur personnalité et même leur apparence physique, quoi, dans l'histoire. Parce que ce qui est intéressant, c'est l'objet de son affection. Et là, c'est pareil. Ce qui est intéressant dans la série, c'est pas Dawson. C'est Joey et c'est Jen. Et d'ailleurs, on le voit aussi dans le jeu d'acteurs, c'est-à-dire que les plus intéressants, c'est pas forcément les personnages principaux. Et ce qu'on voit dès le pilote, c'est que ceux qui crèvent l'écran, c'est Joshua Jackson et Michelle Williams, qui d'ailleurs ont eu des plus belles carrières après. Qui jouent Pacey et Jen. Voilà, Joshua Jackson qui joue Pacey et Michelle Williams qui joue Jen. C'est hallucinant, enfin le fossé de charisme en fait et de talent entre eux deux et le duo principal de James Van Der Beek et Katie Holmes, qui sont choupis. Moi, je trouve que même James Van Der Beek, il a une bonne tête. Enfin, en fait, il a une tête d'ado banal, et je trouve ça bien aussi. C'est-à-dire que c'est pas un Dylan ou un Brandon, justement, c'est un Dawson, quoi. C'est un peu un loser. Mais moi, j'aime bien. Enfin, en fait, c'est bien de voir un mec un peu plus réaliste, tu vois, en tant que héros. Et je pense que c'est aussi pour ça que plein de mecs un peu fadas se sont reconnus dans Dawson. Ils se sont dit, ah, enfin un héros boring comme moi, tu vois. Mais clairement, on sent que ceux qui ont le plus de talent, c'est pas forcément les personnages principaux, mais ça c'est toujours un risque quand on caste. C'est comme Harry Potter, quoi. Quand on caste un peu des jeunes, on sait pas forcément ce qu'on va avoir au final. Et Michelle Williams, qui n'a jamais été l'héroïne de la série, aurait pu l'être parce que elle est juste, mais à des années de lumière. Mais de toute façon, dans sa carrière, la carrière qui a suivi, elle a été à des années-lumière du reste du cast. Donc clairement, ça se voit tout de suite. Et d'ailleurs, en fait, la série, moi, les épisodes qui m'avaient le plus marqué quand je la regardais de façon un peu distante à l'adolescence, et là, c'est les épisodes que j'ai revus, en fait, dans mon revisionnage, c'est les épisodes où Pacey devient, en fait, le lead romantique. C'est-à-dire que dans la saison 3, il commence à y avoir un triangle amoureux entre Pacey, Dawson et Joey, où Pacey devient beaucoup plus complexe au niveau de son personnage. Il est moins juste le comic relief du truc. Il devient un objet de désir, en fait, et un objet d'attention romantique. Et ça fonctionne très très bien parce que Joshua Jackson a un charme fou, et que d'un coup, on a un lead qui fonctionne, quoi. D'ailleurs, c'est vraiment, je pense, le plus gros héritage de la série, et c'est l'intrigue qui fonctionne le mieux. C'est ce triangle amoureux, c'est ce qu'on a retenu encore 20 ans plus tard. Et ce qui est intéressant, c'est que après la saison 2, qui était un peu une catastrophe scénaristique, les scénaristes étaient à court d'idées. Ils savaient plus quoi faire avec Dawson, mais ils avaient été renouvelés. Et donc Kevin Williamson, le showrunner, a décidé de laisser sa place. Et il y a toute
une nouvelle équipe de scénaristes qui est arrivée avec notamment un peu plus de femmes et aussi Greg Berlanti qui maintenant est le mec qui est responsable de Riverdale et enfin qui est un peu devenu la star de CW. Et donc à l'époque c'était un jeune scénariste et c'est lui qui a suggéré pour renouveler un peu l'intrigue que Pacey embrasse Joey. Et apparemment dans la writers room tout le monde lui a dit mais ça a pas la tête, enfin t'es fou parce que depuis le début Kevin Williamson avait imaginé que le endgame c'était Dawson et Joey et donc que peu importe tout ce qu'il y aurait autour, c'est eux qui finiraient ensemble. Et Greg Berlanti a eu heureusement le génie de dire non, enfin il faut un peu renouveler tout ça. Et apparemment c'était même tellement difficile de convaincre les autres scénaristes qu'il a dessiné un triangle. Sur le tableau, quoi, en disant non mais enfin regardez, je vous assure ça va marcher. Et effectivement, la saison 3 est considérée comme vraiment celle qui a apporté du renouveau à Dawson et qui est d'ailleurs très 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 réussie parce que tout le long de la saison 3, il y a la tension sexuelle. Ouais, voilà, qui se développe et à partir de là, en fait, la série était repartie et moi je pense que c'est aussi pour ça que j'ai gardé plus de souvenirs de ce qui va de la saison 3 à la saison 6 parce que tout ce qui est avant, c'est assez inintéressant et vraiment ils ont réussi aussi avec Pacey à développer un personnage beaucoup plus intéressant mais au détriment de Dawson. C'est-à-dire que déjà, Dawson n'était pas hyper attrayant dans les premières saisons, mais avec le développement de Pacey, je pense qu'ils ont aussi un peu sacrifié Dawson parce que c'est devenu un peu l'antagoniste. Tout le monde voulait que... sacrifier un truc qui n'est pas sacrifiable, quoi. Ouais, mais le problème, c'est que la série empathie même aujourd'hui avec sa réputation parce qu'elle s'appelle Dawson. Alors que tout le monde sait que c'est vraiment... Dawson s'est effacé au fil du temps et que c'était vraiment l'histoire de Joey et Pacey. Et que Pacey, en fait, avait aussi un rapport beaucoup plus égalitaire avec Joey où il l'a vachement soutenu dans sa carrière, etc., dans ses ambitions, alors que Dawson, dès le départ... posséder un peu de Joey, enfin il y avait quelque chose de très malaisant, comme tu le dis, c'est un mansplainer et il pense que sa relation avec Joey lui est due. Donc ça c'est quelque chose qui a très mal vieilli et clairement aujourd'hui, on comprend pas trop comment à un moment ils ont encore pu envisager qu'elle finisse avec Dawson puisque à la fin, c'est encore la question principale, c'est avec qui elle va finir alors que c'était évident depuis déjà 3 saisons que Pacey c'était le endgame absolu pour Joey, quoi. Tout à l'heure, tu m'expliquais en fait un épisode que moi j'ai pas vu ou j'ai dû le voir il y a des années mais je l'ai pas revu depuis où il y a le gif très célèbre où Dawson se met à pleurer. C'est quand vous cherchez Ugly Crying sur Google Images, c'est le premier truc que vous trouvez, c'est la tronche de Dawson. Ouais, ça et Claire Danes dans Homeland. Voilà. Mais du coup, tu peux nous parler un peu du contexte de ça parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant sur justement la relation de Dawson et Joey et la façon dont ils... En fait, dans la saison 2, Joey a eu l'opportunité d'aller à Paris et elle va choisir de pas le faire finalement parce qu'elle veut rester avec Dawson et donc il y a vraiment ce côté assez sexiste où en gros elle préfère choisir un homme plutôt que de lancer un peu sa passion, ses études, sa carrière, surtout qu'ils ont etc. 17 ans, quoi. Ouais, voilà. T'as envie de dire, c'est bon, un mois séparés. Après, bon, il y a plein d'adolescents que je connais qui ont aussi fait ça, qui ont choisi leur amour de lycée plutôt que de prendre une opportunité. Mais... en gros, dans la saison 3, donc ça, l'épisode dont tu parles, c'est le final de la saison 3, où Joey, pendant toute la saison, a eu un peu des sentiments conflictuels parce qu'elle sait qu'elle est amoureuse de Pacey, mais elle a peur de trahir Dawson en se mettant avec Pacey. Et donc, il y a toute cette idée que Joey est la propriété de Dawson et que ce serait une énorme trahison de se mettre avec quelqu'un d'autre. Il y a même d'autres personnages, comme la tante de Dawson, qui lui fait des remarques un peu désobligeantes en lui disant « Mais t'imagines si Dawson savait que gna 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 », enfin, comme si elle devait quoi que ce soit à Dawson. Sont pas en couple. Voilà. Et donc, à la fin dans le final de la saison 3, dans cette scène, Dawson lui donne, entre guillemets, sa permission d'aller rejoindre Joey en lui disant c'est bon. D'aller rejoindre Pacey. Ouais, d'aller rejoindre Pacey. Et en plus, ils ont un nom très similaire, les deux, donc c'est très compliqué. Donc, il lui dit vas-y. Et puis, vraiment, Pacey, c'est le nouveau Paris. En gros, c'est le truc où je t'ai empêché de le faire l'année dernière, mais je t'empêcherai pas cette année-là. Et vas-y avant que je change d'avis. Donc, il y a vraiment un truc hyper insultant où c'est genre, mais change d'avis si tu veux, mec. Si elle est amoureuse de Pacey, elle va aller le rejoindre et puis c'est tout. Enfin, t'as qu'à rester tout seul sur ton ponton à pleurer, là. Et donc, du coup, elle se retourne et au moment où elle se retourne, elle lui tourne le dos. C'est là qu'ils font en larmes et donc ça a donné ce gif très célèbre. Et donc, elle rejoint enfin Pacey en lui faisant une super déclaration en lui disant « Je sais que je suis amoureuse de toi ». Et enfin, en revoyant l'épisode, je me suis rendu compte que je connaissais cette scène par cœur quand elle lui dit permission de monter à bord. Et donc là, elle monte à bord de son bateau et ils partent en voyage tous les deux. Mais... il y a vraiment cette idée assez insultante que Joey devait son amour à Dawson et c'est notamment pas mal de scénaristes femmes qui sont arrivées dans la saison 3 qui ont essayé d'insuffler un peu plus de féminisme dans la storyline et d'avoir une relation un peu plus égalitaire et de dire non mais c'est bon, elle doit rien à Dawson, enfin c'est un gros loser, quoi. On va passer au final, et ce qui est assez surprenant quand on voit le final, c'est qu'il est un peu à l'image de la série, c'est-à-dire qu'il est pas très audacieux. C'est un peu... Il est nul. Ouais. C'est à l'image de la série. Ouais, moi, le final, vraiment, j'ai passé
tout le final à soupirer, à mettre pause, à aller me chercher des snacks dans la cuisine, à revenir. Moi, j'ai eu 2 gros problèmes avec le final. Donc le final, en gros, ça tourne autour de spoiler alerte, de la maladie et de la mort de Jen, qui a une maladie cardiaque ou un truc comme ça, et qui finit par mourir donc dans la 2e moitié du final. Et en fait, tout le monde vient lui faire ses adieux, et la pauvre, sur son lit de mort, elle passe son temps à régler les problèmes de cœur des 3 autres abrutis et de Joey qui ne peut toujours pas choisir. Et il y a même un moment où Jen lui dit... C'est mon vœu de mourante que tu choisisses entre Dawson et Pacey. Moi, j'étais là, putain, si je suis mourante et que mes potes viennent me parler de leurs histoires de cœur à la con qui durent depuis déjà 5 ans, mais je les enverrai péter et je leur dirai, mais je te maudis, je viendrai te maudire dans ton sommeil. C'est clair, je viendrai te hanter jusqu'à la fin de tes jours. C'est clair. C'était infernal. Et puis, vraiment, je me suis dit, en vrai, je m'en fous de la série, je m'en fous de Jen, mais je me disais, Jen méritait mieux, alors que je sais pas. Ouais. Mais le truc, c'est que t'as vraiment l'impression qu'elle est utilisée comme un outil narratif et scénaristique. Sa mort est utilisée comme ça, comme une espèce de motivation pour les autres, pour enfin décider et suivre leur cœur. Et il y a vraiment un côté, j'étais là, la pauvre, quoi. Ouais, et puis c'est vraiment, ça illustre assez bien les problèmes de sexisme qui ont quand même perduré dans Dawson, et on en parle encore aujourd'hui, c'est un peu resté dans l'héritage de la série. C'est que la pauvre Jen, en fait, quand elle arrive, c'est la seule à avoir déjà un peu une vie sexuelle. Elle est un peu plus en avance que les autres, et en fait, elle va être slut-shamée pendant toute la série. À un moment, elle est en couple avec Dawson, et la raison pour laquelle ils se séparent, c'est que Dawson ne peut pas supporter que Jen a déjà eu des aventures avant lui. Et d'ailleurs, je me souviens de cette scène que j'ai pas revue depuis, donc elle a peut-être été un peu modifiée dans mon esprit, mais ils sont en train d'avoir une conversation justement sur leur passé respectif, et il est totalement choqué. Il lui dit, ah bon, mais comment ça, t'as déjà, il lui demande un chiffre, je crois, il lui demande avec combien de personnes elle a été avant lui, etc. Et donc Jen a un peu traîné pendant toute la série cette réputation de fille facile, et il y a vraiment ce sentiment qu'elle est punie en fait dans le final, c'est-à-dire que c'est la seule qui est indépendante sentimentalement, contrairement aux autres qui sont enfermées totalement dans ce triangle amoureux. Elle est vachement plus on est vachement plus focalisé sur sa personnalité ou sur son amitié par exemple avec Jack, et donc on peut pas avoir un personnage féminin qui finit seul et autonome, donc on la tue. En fait, il y a vraiment cette espèce de conclusion hyper sexiste où il vaut mieux la faire crever que de la voir être heureuse en étant célibataire. Et ça, c'est assez insupportable. Et à côté de ça, on a Joey qui, comme tu le dis, est résumé à son triangle amoureux, c'est-à-dire que ça a été vraiment la meilleure intrigue de la série, et ce qui la résume la mieux aujourd'hui, c'est ce triangle amoureux, mais du coup, Joey n'arrive pas vraiment à se défaire de ça. Et d'ailleurs, on va entendre un extrait où justement elle discute avec Jen du choix qu'elle devrait faire ou pas, et qui est reflété en fait dans une série que Dawson a lancée. Voilà, parce que c'est très méta, et comme Dawson veut être scénariste, du coup, et réalisateur, il a créé une série dans laquelle il reproduit un peu toutes les intrigues de lycée qu'ils ont eues. Et donc, on va l'entendre, elle discute un peu de Sam, donc qui est l'alter ego de Joey, et qui elle va choisir. Et Joey a cette remarque un peu en disant, mais en fait l'histoire c'était pas vraiment sur qui elle devait choisir, c'est ça qu'il a jamais compris, c'est comment elle arrive à faire un choix pour elle-même. Et donc ils essayent un peu de renverser le truc en disant que voilà, que elle est autonome et que vraiment au final l'héroïne de la série c'était Joey, mais honnêtement c'est assez mal amené parce qu'elle n'est résumée qu'à ses relations amoureuses à la fin, quoi. Tu n'arrivais pas à te décider. C'est justement là qu'il se trompe. Parce que l'éternel triangle ne fait que suivre le cours des événements. Sam n'a pas à choisir entre Colby et Peter. Ça n'a rien à voir, en fait. Elle prend des décisions par rapport à elle-même. Tu peux utiliser les vrais prénoms. Il n'y a ni coupable ni accusé dans cette chambre. Et heureusement que Jen est là pour lui dire, bon meuf, arrête, t'es chiante, déjà utilise les vrais prénoms. Non, mais pour dire à quel point elle est résumée au triangle amoureux, moi, j'ai pas vu d'épisode récemment entre la 3e saison et le final. Je ne saurais pas te dire quel est le métier de Joey. Alors que je peux te dire que Pacey travaille dans la restauration, que Dawson fait sa série à la con, mais je peux pas te dire ce que fait Joey dans la vie, alors que et tu te dis, en fait, sur tout le final, alors que lui, on a droit à ses petits problèmes sur sa série et son blocage artistique où il sait pas comment il va finir sa saison et tout ça. Elle, on n'apprend rien, en fait. Elle est résumée, vraiment, la fin de la série, le dernier épisode est juste résumé à son choix. Et puis, quel choix, quoi? Je suis désolée, moi, il y a
à aucun moment j'ai pensé qu'elle allait choisir Dawson. Elle serait complètement folle. Enfin. Ouais, mais c'est vrai que en fait, pendant très longtemps, en fait, la seule raison pour laquelle on pourrait penser ça, c'est parce que la série s'appelle Dawson et que ça a démarré comme ça. Mais le problème avec ce final, c'est que c'est une résolution hyper facile. On est habitué à avoir des finales un peu plus frustrants qui vont pas résoudre littéralement toutes les intrigues. Là, c'est vraiment l'exemple du final très propre. Et effectivement, ça se termine. Bon, Joey est en couple avec Pacey et tout va bien. Et il regarde la série de Dawson en disant ouais, il a fait un super travail. Et en fait, il y a Joey qui a une conversation avec Dawson où elle lui dit mais tu resteras toujours mon âme sœur. Donc en gros, enfin, elle a froissé personne. Et au final, elle a choisi Pacey, mais Dawson est quand même un bon. Enfin, il est sur la 2e place du podium, donc c'est bon, tout le monde est content, tous les fans. Enfin, personne ne sera frustré. Et en plus, Dawson, vraiment, la dernière scène, c'est que Dawson leur apprend qu'il a un rendez-vous avec Spielberg. Donc on termine quand même sur lui et sur ses ambitions cinématographiques incroyables. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, il y a un petit ruban, voilà, on a bien fait un nœud bien propre sur la fin de la série en disant tout le monde est content. Moi, ça, je vais énerver tout le monde en disant ça, mais ça m'a fait penser à Breaking Bad où quand j'avais vu la fin, j'étais c'est bon, tout le monde est content, il y a littéralement rien qui est laissé dans les airs. Enfin, c'est bon, c'est vraiment le truc le plus attendu. Ça y est, on va se cogner tous les fans de Breaking Bad sur Twitter. C'est clair, mais c'est vrai que c'est un peu, enfin. C'est un peu nul et en fait c'est à l'image de la série parce que pour moi toute la série est assez innocente en fait, c'est-à-dire que il y a des enjeux très très faibles et il y a jamais rien de très provoque quoi. Il y a un truc révolutionnaire quand même dans la série et on le voit dans le final, c'est le personnage de Jack. Ouais, qui est joué par Kerr Smith et qui arrive dans la saison 2 et en fait son personnage au début il sort avec Joey mais on apprend assez rapidement qu'il est gay et en fait Dawson a quand même eu dans la saison 3 donc toujours ce fameux épisode où il y a aussi eu Joey et Pacey sur le bateau et le gif de Dawson. Vraiment, si vous voulez voir un épisode de Dawson, c'est celui-là. Il y a aussi ce qu'on considère comme le premier vrai baiser entre deux hommes dans une série de prime time. En fait, il y en avait eu d'autres avant. Il y avait eu That 70's Show un tout petit peu avant, mais en fait, un des personnages n'était pas gay. Et il y avait aussi eu Will and Grace, mais c'est deux amis qui s'embrassent pour protester contre le fait qu'on n'a jamais vu deux hommes s'embrasser à la télé. Et en fait, dans cet épisode, Jack embrasse le mec dont il est amoureux et c'est vraiment un baiser qui est, alors on l'a dit à l'époque qu'il était passionné, bon c'est un petit smack mais bon à l'époque c'était quand même assez révolutionnaire et c'est un baiser amoureux et c'était vraiment très important à l'époque de montrer ça parce que par exemple juste avant il y avait eu le mariage de Carol et Suzanne dans Friends où on les voit même pas s'embrasser dans l'épisode de leur mariage, donc s'il y a vraiment un point d'héritage qu'il faut mentionner pour Dawson et qui là pour le coup est très important, qu'on peut pas lui enlever, c'est la représentation des personnages gays. C'était encore très timide, mais juste après en fait ça a vraiment ouvert les vannes et on a vu une représentation beaucoup plus honnête et beaucoup plus graphique de personnages gays à la télé grâce à Dawson et à Jack. Et l'autre héritage, c'est la carrière de Michelle Williams. Celle un peu de Joshua Jackson aussi. Alors, et bon, la carrière de Katie Holmes en tant que icône de street fashion, parce qu'elle est tout le temps en train de se faire prendre en photo dans des nouvelles tenues. C'est clair. Et c'est vrai qu'il y a James Van Der Beek, lui, il a pas forcément eu une très bonne carrière, mais il a beaucoup d'autodérision sur son propre personnage et sur le personnage de Dawson. Il a même joué son propre rôle en fait dans une série qui s'appelait Don't Trust the Bee in Apartment 23 et c'est il est très drôle dedans. Ouais. Parce que justement, il se fout de la gueule de son personnage et de son image, donc c'est assez appréciable et ça m'a fait un peu remonter James Van Der Beek dans mon estime. Quoi. Lui, personnellement, a l'air assez cool en vrai, quoi. Oui, oui. Et d'ailleurs, lui-même a dit qu'il était totalement team Pacey dans l'histoire. Tout le monde est team Pacey. Ouais, voilà. Il est quand même vachement plus fun que son personnage. Et après, il y a quand même aussi quelque chose qui est resté, je pense, dans la pop culture. Bon, déjà, effectivement, il y a les ados qui ont vachement de réparties un peu sarcastiques et qui parlent un peu plus comme des adultes. Ça, maintenant, en fait, c'est devenu la règle. Enfin, on n'a plus de teen shows qui sont mal écrits ou avec des dialogues un peu nazes, quoi. Et surtout, le côté nerd de Dawson, qui était un peu ridicule avec Steven Spielberg, en fait, on le retrouve par exemple avec Peyton Sawyer dans Les Frères Scott, qui est pour le coup une nerd de musique, mais qui a vraiment un peu ce côté un peu outsider, qui a sa chambre tapissée de références musicales, etc. Et en fait, tous ces dialogues sont un peu des références à sa passion. Et on a évidemment Seth Cohen, dont on a parlé aussi, qui est devenu un peu l'icône des personnages nerds, qui est aussi très sexy, mais qui est lui aussi passionné de musique et de pop culture
culture et de comic books et de jeux vidéo. Et lui, c'est un vrai nerd, quoi. Il a vraiment des références pointues. C'est pas Steven Spielberg. Non, c'est ça. Mais je pense vraiment que Dawson a marché pour que Peyton Sawyer et Seth Cohen puissent courir, tu vois. Il leur a un peu passé le bâton et je pense que les scénaristes d'après se sont aussi rendus compte qu'on pouvait encore plus creuser cette figure de nerd, entre guillemets. Mais vraiment, je pense que ce cliché-là doit aussi quand même beaucoup à Dawson. Pour finir, la question qu'on m'a posée récemment, puisque la série est disponible sur Netflix, c'est est-ce qu'il faut le regarder si on n'a jamais regardé Dawson à l'époque où on était au collège-lycée? Est-ce que toi, Marie, tu le recommanderais à quelqu'un aujourd'hui qui n'a jamais regardé la série? Non, mais même pas pour un visionnage comique, quoi. Enfin, c'est vraiment... même pas pour un visionnage au second degré, quoi. Enfin, pour moi, c'est... Non, perdez pas votre temps. Regardez Buffy ou regardez The aussi, quoi. Enfin, qui sont des bonnes séries adolescentes. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que je recommanderais quand même certains épisodes cultes du triangle amoureux avec notamment Pacey et Joey, et notamment l'épisode où ils sont coincés dans un supermarché dont je me souviens encore aujourd'hui, et où elle le rase en fait avec des petits rasoirs jetables qu'ils ont trouvés dans le supermarché, et c'est une scène hyper romantique, et enfin pour moi ça reste vraiment dans le panthéon des scènes de tension sexuelle de la télévision. Mais c'est vrai que c'est assez surprenant de voir que Buffy a été lancée 2 ans plus tôt, et en fait en termes de répartie, d'intelligence, d'humour, de personnages qui là aussi parlent vraiment comme des adultes, mais ils ont carrément créé leur propre lexique, en fait. Enfin, il y a vraiment quelque chose de... Enfin, ils sont à des années-lumière de Dawson, et c'est ouf de voir que Dawson, à la même époque, était encore coincé dans quelque chose de très traditionnel et de très médiocre. C'est-à-dire que pendant tous les épisodes qu'on voit, on a l'impression que la série est à 40% de ses capacités, quoi. Et qu'ils auraient pu vraiment mettre la pression un peu plus, mais que c'est resté... Mais bon, bizarrement, moi, quand j'étais au collège, j'adorais ça, donc ça fonctionnait à l'époque. C'était PIC TV. Merci Marie. Merci Anaïs. Et désolée à Dawson qu'on a bien traché pendant tout cet épisode. Et merci à vous de nous avoir écoutés, comme d'habitude. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur slate.fr ou sur votre appli de podcast préféré. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode. En attendant, si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez nous mettre 5 étoiles ou nous laisser un petit commentaire. Ça nous fait toujours très plaisir. Salut! Attends, j'ai une question. Ouais. Mais est-ce qu'elle a une passion, en fait, Joey, dans la série? Oui, mais je me souviens plus ce que c'est. Mais parce qu'après, elle finit par vraiment partir à Paris, justement, et développer sa carrière. Et elle est hyper encouragée par Pacey, qui devient vraiment le héros beaucoup plus mature et qui est le petit copain parfait, en fait, par rapport à Dawson, qui est une grosse merde. D'accord. J'aime beaucoup cet épisode.